Bonjour et bienvenue dans cet nouvel espace de travail, émission préparée et animée par la rédaction de Mediapart et consacrée cette fois-ci aux revenus de base et peut-être plus largement à la remise en cause du lien entre travail, revenus et emploi. J'accueille aujourd'hui deux invités. D'abord Martine Alcorta, vous êtes conseillère régionale en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, membre du groupe Europe Écologie Les Verts et vous portez un projet d'expérimentation du revenu de base sur ce territoire. Et vous êtes également, il faut le rappeler, maître de conférence en psychologie à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Et puis également Julien Dournion, vous êtes passé par la direction des études à UFC Que Choisir, mais également par le cabinet d'Arnaud Montebourg lorsque ce dernier était ministre du redressement productif. Et vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, un militant du revenu de base. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on va partir un peu en voyage puisque le revenu de base est aussi beaucoup porté à l'étranger, d'abord en Finlande où dès 2017 les citoyens auront accès à un revenu minimum universel, le même montant versé à tous chaque mois. Les Suisses vont voter en juin sur une initiative populaire réclamant la création d'un revenu de base inconditionnel. Alors déjà, il y a des différences de terminologie. Et puis enfin, peut-être au Québec, de l'autre côté de l'Atlantique, où l'idée commence à faire son chemin également, puisque le Premier ministre a demandé à son ministre de l'Emploi et de la Solidarité de réfléchir encore plus en avant sur cette question-là. Retour en France, où une étude de faisabilité a été demandée par le Conseil national du numérique et où un débat sur le sujet sera organisé au Sénat en mars prochain. Donc voilà ce qui nous ramène à vous, Martine Alcorta, puisque vous avez eu l'accord en Aquitaine l'année dernière de porter une expérimentation sur la question du revenu de base. Et il y a eu des élections régionales entre-temps, mais est-ce que le projet est toujours d'actualité et comment est-ce qu'il pourrait se mettre en place ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, lors de la dernière mandature où j'étais également élue, au mois de juin, nous avons proposé une motion demandant à ce que la région puisse faire l'étude de faisabilité de l'expérimentation d'un revenu de base ou d'un revenu inconditionnel, à choisir. Et donc cette motion, à notre grande surprise, a été votée à l'unanimité des votants. C'est la première fois en France que ça arrive ? C'est la première fois. Je sais que mes collègues Europe Écologie Les Verts de Rhône-Alpes avaient aussi tenté de faire passer une motion et ça n'a pas été le cas. Elle a été rejetée. Il faut dire que chez nous, la motion a été adoptée parce que il y a les groupes politiques, que ce soit le groupe PS ou le groupe Les Républicains, y compris le MoDem, qui n'ont pas pris part au vote. D'accord. Certainement déroutés par cette proposition qui reste quand même assez mal connue. Courageux mais pas très téméraire. Du coup. Voilà. Pourtant, je pensais avoir expliqué... c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça lors d'une présentation d'une motion. Et du coup, c'est le groupe Europe Écologie et le groupe apparenté Front de Gauche qui ont voté pour, avec quand même aussi une élue des Républicains. D'accord. Et donc cette motion a été adoptée. C'était au mois de juin. Évidemment, ensuite, il y a eu la campagne. Nous avons été sur une liste autonome au premier tour et au deuxième tour, nous avons fait alliance. Et dans l'accord d'alliance, nous avons demandé à ce qu'il y ait, pour un élu écologiste, une délégation à l'innovation sociale et sociétale et que l'expérimentation soit garantie. D'accord. Donc ça fait partie de l'accord. La mandature commence. J'ai bien la délégation à l'innovation sociale et sociétale et j'ai effectivement l'accord pour faire cette expérimentation, en tout cas pour construire les paramètres de l'expérimentation au niveau régional. Et on va revenir sur le principe même, mais dans la motion, c'est ce que j'ai lu en tout cas, il s'agit d'un RSA inconditionnel. Alors voilà, dans la motion au départ, on proposait d'expérimenter un RSA inconditionnel. Ça peut vouloir dire par exemple que on va décider que tous les jeunes de tel territoire, de tel âge à tel âge, vont automatiquement recevoir un RSA et on verra les conséquences, on pourra évaluer les conséquences de ce RSA sur ce territoire. Je pense que peut-être qu'on va ouvrir à d'autres possibilités, d'autres conceptions du revenu de base, puisque le RSA inconditionnel n'est qu'un premier petit pas vers le revenu de base. Il y a d'autres concepts dont on va peut-être parler. Bernard Stiegler parle, lui, du revenu contributif. Voilà. En tout cas, moi, ce que je ne veux pas, c'est, bien sûr, c'est porté par le groupe Europe Écologie Les Verts, mais on ne veut pas avoir une proposition fermée
On veut, d'ailleurs moi je vais constituer un groupe d'élus avec l'ensemble des sensibilités, y compris d'opposition, et je voudrais qu'on ait un travail collectif, y compris en associant des citoyens, des associations. Et que ce soit ce groupe qui décide ensemble des paramètres et des conditions, de ce qu'il veut, de ce qu'il recherche. Sans borner le débat. Voilà, on ne veut pas le borner. Alors moi j'ai des idées bien sûr, mais voilà, je veux que ça soit construit ensemble. D'accord. Alors peut-être il faut aussi faire tout de suite de la pédagogie, puisque voilà, il y a déjà eu plein de choses qui ont été dites rien que sur cette expérimentation-là. De quoi on parle quand on dit revenu de base, Julien Dorignon? D'abord, c'est difficile de répondre parce qu'il y a des personnes qui pensent différemment le revenu de base. Mais il y a quand même des traits communs, des traits génériques. Et il y en a, je dirais, 3 ou 4. Le premier, c'est l'inconditionnel. Donc c'est un revenu versé inconditionnellement. À tout le monde. À tout le monde. Mais quand on dit inconditionnellement, c'est pas de condition d'âge, de sexe, situation géographique, mais surtout inconditionnellement vis-à-vis de l'emploi. C'est-à-dire que l'on travaille ou pas. Voilà, que l'on ait un emploi ou que l'on n'ait pas d'emploi, on touche le revenu de base. Si bien que, concrètement, quelqu'un qui touche un revenu de base peut avoir un emploi à côté et cumuler les revenus de son emploi et le revenu de base. Il est inconditionnel. Il est universel, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne de son bénéfice. Tous les membres de la communauté politique où il est mis en œuvre sont bénéficiaires de droits. Il est individuel, donc il ne dépend pas de la composition du ménage, par exemple. Donc ce n'est pas versé à un ménage, c'est versé à chaque individu. Donc si le ménage est composé de 3 individus, il y aura 3 revenus de base. Donc c'est différent de ce point de vue-là, allocation familiale ou allocation logement. Exactement. Et il est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il est égal pour tous. Donc il n'y a pas, a priori, alors ensuite il y a des scénarios où on fait un demi-revenu de base pour les enfants, puis un revenu de base à taux plein pour... Mais globalement, il est égalitaire, c'est-à-dire tous les bénéficiaires touchent la même somme. Voilà Je pense qu'ensuite, il faut se dire comment une idée qui paraît quand même assez incongrue, en fait, qui paraît un peu irréalisable, et si on considère que les gens qui la pensent ne sont pas fous, ou que ce n'est pas une idée simplement, je sais pas, de bisounours, quoi, parce qu'on pense que comme ça tout le monde sera heureux, il faut se dire, mais quelle est la logique sous-jacente de ce revenu de base? C'est-à-dire pourquoi des gens, et qui sont de plus en plus nombreux, pensent que c'est une bonne idée. Et là, je crois qu'il y a une sorte d'analyse commune, ou disons assez bien partagée. C'est l'idée qu'on est dans un système, dans une norme qui s'appelle la norme salariale. Je ne porte pas de jugement sur cette norme, c'est une observation. Et la norme salariale, elle dit qu'il faut avoir un emploi du premier jour de sa vie active au dernier jour de sa vie active. C'est ça la norme. Et celui qui s'écarte de cette norme est de facto exclu. Il est exclu du revenu, puisque c'est l'emploi qui permet d'avoir un revenu. Il est exclu symboliquement parce que le statut social est très lié à l'emploi. Il perd la considération de son banquier qui ne veut plus lui prêter de l'argent parce qu'il n'est plus en CDI. Il perd la confiance de son logeur parce que son propriétaire a peur qu'il ne paye plus les loyers. Et il perd, le cas échéant, et le plus souvent, l'estime de soi. Donc ça, c'est une norme. Et collectivement, la norme salariale, c'est le plein emploi. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne, c'est toutes les personnes en âge de travailler doivent avoir un emploi du premier jour de la vie active jusqu'au dernier jour de la vie active. Et la question qui se pose, c'est lorsqu'une société n'arrive pas à atteindre cette norme, donc fabrique de l'exclusion en masse, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Quelle serait la réponse? Et c'est ça le point de départ, il me semble, du revenu de base, de sa réflexion, c'est-à-dire nous sommes, sans porter de jugement sur la norme salariale, nous sommes dans la norme salariale. Elle a ses nécessités, l'emploi toute la vie et le plein emploi collectivement. Voilà. Nous n'y arrivons pas. Alors, est-ce qu'on continue à chercher le plein emploi en disant finalement on n'y arrive pas, c'est temporaire, mais demain on va y arriver, c'est une question de patience, ou les conditions ont changé, en fait on n'y arrivera sans doute pas, parce que par exemple on ne sait pas si la croissance va revenir, et puis s'il y a de la croissance, on ne sait pas si elle sera écologique, or on veut pouvoir cumuler les deux. Bon. Donc s'il n'y a pas de croissance, on n'y reviendra pas, et alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, je pense, fondamentalement, le point de départ du revenu de base, si bien que même avant de se dire si on est pour ou contre, c'est un magnifique objet à penser. Au fond, la norme salariale,
pas forcément pour la détruire, mais pour la transformer. Voilà. Alors, du coup, il y a effectivement ces traits communs partagés par quasiment tous les défenseurs en tout cas d'un revenu universel inconditionnel, mais il y a aussi une espèce de guerre sémantique et une guerre des concepts là, qui agite toute une communauté. Ouais. Et je vous propose de regarder ensemble cette petite vidéo où l'on voit Bernard Friot, donc économiste et ardent défenseur du salaire universel. Donc on peut déjà noter la petite différence de vocabulaire. Il défend ce projet de salaire universel sur une chaîne du service public. Que si nous voulons la mort de ce pays, que chacun puisse être titulaire de son salaire, ce qui est un gros progrès, sur le modèle, en généralisant la situation des retraités, en généralisant la situation des fonctionnaires, non pas pour que tout le monde travaille pour l'État, c'est absurde, je suis pour un dépérissement de l'État. Peut-être que le bénitier va être d'accord avec moi, du coup, ce TG réactionnaire. Mais pour que, comme les fonctionnaires, nous soyons tous payés pour ce que nous sommes, pas pour l'emploi dont nous sommes des quémandeurs auprès de parasites. Qui décidera mais ce que pour vous êtes. que ce soit possible, il y a une deuxième condition. Sinon, on aura des salaires, mais pourquoi faire? Il faut que nous maîtrisions l'investissement. Et pour maîtriser l'investissement, il faut que nous soyons copropriétaires de nos lieux de travail. La propriété, la condition de la responsabilité, il faut en finir avec la propriété lucrative. Nous devons être copropriétaires d'usage de nos lieux de travail. Donc voilà, Martine Alcorta et Julien Dournion, on vient de voir cet extrait ensemble. Alors, salaire social, salaire universel, revenu minimum un peu rehaussé, revu à la hausse, instrument de remise en cause du capitalisme, comme semble le penser Bernard Friot. Pourquoi vous vous battez, vous, aujourd'hui, à la fois localement, politiquement, sur ce projet d'expérimentation, et puis vous, voilà, de manière peut-être plus nationale, en tout cas pour faire porter l'idée, quoi. De quoi on parle, là ? Moi, je ne suis pas sûre que le salaire à vie, ça soit la même chose que le revenu de base. Une des sources du revenu de base, et je crois que les marxistes ont un peu de mal à dire qu'on va renoncer à combattre le chômage. Alors, le revenu de base, c'est une alternative à quoi? C'est une alternative aux solutions qui, aujourd'hui, se mettent en place par rapport au chômage. Aujourd'hui, pour moi, on a trois solutions. Soit on garde un chômage élevé, soit on rend le marché du travail flexible, comme en Angleterre, comme en Allemagne, et on augmente, on le sait, la précarité, les travailleurs pauvres, et on fait diminuer le chômage. Soit, pour moi, la troisième voie, c'est le revenu universel. Alors, effectivement, pour un marxiste, c'est aussi compliqué de se dire qu'on va sortir de la logique productiviste. Parce que finalement, ce que nous propose aussi Bernard Friot, c'est de changer la forme de ce productivisme en faisant en sorte, il parle de maîtriser l'investissement, c'est-à-dire que finalement l'investissement il sera plus privé, il sera plus aux mains de quelques-uns, ce qui est bien sûr une bonne chose, et qu'il sera en gros socialisé, partagé par tout le monde et remis dans une caisse commune. Donc je crois que le combat de Bernard Friot, c'est de lutter contre la propriété lucrative. Le revenu de base, il le dit lui-même, ce n'est pas un outil pour sortir du capitalisme, mais ce n'est pas son but. Par contre, le revenu de base, il est là aussi pour sortir les individus de la soumission au capitalisme et notamment de la soumission au marché du travail. Donc, il garde le marché du travail, mais je trouve que cette relation d'indépendance et d'émancipation du marché du travail est quand même quelque chose qui va redonner de la liberté à l'individu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à cette analyse? Je suis assez d'accord. Il y a une autre manière de le dire. En réalité, Bernard Friot veut répondre avec d'autres moyens à un même problème, qui est une continuité d'inclusion. Aujourd'hui, on a des individus qui, dès qu'ils sortent de l'emploi, se retrouvent exclus. Et au fond, une société cohérente fonctionne lorsque les individus ont une sorte d'assurance de continuité d'inclusion. Et donc, il faut qu'on recherche, et le revenu de base, par exemple, puisqu'il est inconditionnel, eh bien, forcément, quoi qu'il m'arrive, que je sorte, que je sois dans l'emploi, il est inconditionnel. Il est comme l'amour filial. Et donc, il sécurise socialement. Et donc, c'est un instrument de sécurité sociale. Et donc, il y en a, le revenu de base, d'un certain point de vue, cherche à dépasser le salariat. Et Bernard Friot, lui, il a choisi une autre voie pour amener une continuité d'inclusion. C'est, il dit, je vous donne un salaire à vie. C'est-à-dire, je généralise une forme de salariat, en quelque sorte, telle que il vous est impossible d'en sortir. Voilà.
Alors après, on peut juger est une voie marxiste, et même c'est une des voies, parce qu'il y a des marxistes qui soutiennent le revenu de base aussi. Hein, faut pas, les marxistes ne sont pas forcément friautistes, voilà. Donc il y a beaucoup de chapelles. Mais encore une fois, il faut individuellement, pour ceux qui nous regardent ou ceux qui veulent y réfléchir, c'est l'intérêt, c'est essayer de cheminer et de se faire une conviction. Et pas d'adhérer à des chapelles, parce qu'il y en a tellement différentes, et même des personnalités de bord politique qui défendent le revenu de base, que il ne faut pas se faire une conviction en fonction de ce que pensent les autres, mais de ce qu'on pense soi-même. Ceci dit, ce qu'il dit là, et ce que vous dites ici aussi, c'est que plus qu'un instrument de lutte contre la pauvreté, ce que ça peut être aussi, est-ce que ce n'est pas fondamentalement une remise en cause à la fois de notre modèle productif, et donc d'une société de croissance, mais aussi d'une société, et ce que vous disiez tout à l'heure, où tout le monde travaille, c'est-à-dire, alors qu'on le sait aujourd'hui, l'économie numérique de demain sera peut-être moins gourmande en emploi que jusqu'à présent. Et puis, pour caricaturer un peu, on peut imaginer un monde de robots, c'est-à-dire où le travailleur n'aura plus de travail. Donc, comment il s'articule aussi avec un changement économique qui vient? Alors, bien entendu, hein, l'idée d'un revenu de base, c'est aussi, lorsqu'on fait l'hypothèse que le plein emploi ne reviendra pas pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que de plus en plus on numérise, on mécanise, et finalement, la richesse, elle est créée de plus en plus sans les hommes, par des machines. Et donc, où va aller la redistribution de cette richesse? C'est bien ça le problème. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, si elle n'est pas redistribuée sous forme de salaire, il faut qu'elle soit redistribuée sous une autre forme, d'où aussi l'idée du revenu de base. Et vous dites où tout le monde travaille, mais on change aussi la valeur du travail. On n'est plus seulement dans la valeur marchande. C'est-à-dire que le travail, on dit le revenu de base, on va payer les gens à ne plus travailler. Mais qu'est-ce qu'on entend par travail? Aujourd'hui, le travail dans la société capitaliste, c'est l'emploi. Mais lorsque vous allez tondre votre jardin ou lorsque vous allez employer quelqu'un de la société Gaston Paysage pour tondre votre jardin, c'est la même activité. Il y en a une qui crée de la richesse et l'autre qui ne crée pas de la richesse. Voilà. Donc effectivement, le revenu de base, il est difficile de le penser sans envisager une reconfiguration du système économique aujourd'hui tel qu'il existe. C'est-à-dire que le travail pourrait être, pour aller un peu plus loin, toute activité socialement utile, du coup, parce que j'imagine qu'il y a quand même la notion d'utilité pour le bien commun, sinon c'est pas très intéressant. Mais disons, le travail associatif, le travail culturel, le travail peut-être éventuellement militant, tout ça pourrait être payé par le revenu de base. Tout à fait. Moi, je vois dans ma délégation sur l'innovation sociale et sociétale, on a fait un appel à projet, on a un certain nombre de projets qui ont été retenus et qui créent, je dirais, de la richesse sociale. Par exemple, un projet qui s'appelle Bien vieillir ensemble, où l'association a mis en lien des artistes avec des personnes âgées pour les sortir de leur isolement, et les effets attendus, les effets qui étaient attendus sont réalisés. C'est-à-dire que ces personnes ont repris goût non seulement à ces activités artistiques, mais elles ont sorti de leur isolement, elles sont sorties de chez elles se sont mis ensemble pour aller ensemble au cinéma, etc. Bon, ce travail-là, ce travail social, il n'est pas rentable. Donc comment on fait? Et donc le revenu de base peut permettre, alors effectivement il est tout à fait compatible aussi avec un emploi sur le marché du travail. Le revenu de base n'abolit pas le marché du travail. Ce qu'on a bien dit tout à l'heure, c'est qu'il soustrait l'individu à sa soumission au marché du travail. Alors pour ceux qui ne sont pas convaincus, moi je me dis quand même aujourd'hui, les mouvements sociaux, ils sont quand même faibles. Le droit de grève, on se demande s'il existe toujours. On voit souvent que pour faire une manifestation, les salariés prennent 2 heures entre midi et 2, tellement aujourd'hui, tout le monde est socialement dans des situations. Vous avez un revenu de base, votre grève, elle peut durer plus longtemps. Vous êtes en position de Vous êtes en position de force. C'est tout à fait l'inverse. Donc voilà, au contraire, vous redonnez sur le marché du travail, vous redonnez du pouvoir, ça rebascule du côté du salarié. C'est un argument pour le pouvoir qui peut lui faire peur. Hein, mais... Tout à fait. Non, je suis d'accord, évidemment. Il ne s'agit pas d'abolir le salariat, il s'agit de lui enlever son exclusivité sur la vie sociale. Parce que ce n'est pas simplement que le salariat existe et est majoritaire, c'est qu'il a une exclusivité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, vous n'existez pas socialement. Et donc le revenu de base, il vient en quelque sorte aérer, quoi. Il vient lever le monopole du salariat, il ne vient pas abolir le salariat, il vient lever, et dire aux gens, mais même si vous avez une période dans votre vie qui ne comporte pas de salariat, d'emploi,
parce que vous l'avez choisi, parce que vous avez décidé de consacrer plus de temps à vos enfants, aux enfants des autres, à un projet associatif. Mais où est le problème pour la société? Il n'y a pas de problème. Et donc, d'un certain point de vue, ce vers quoi tend le revenu de base, ce n'est pas une société de plein emploi, dont qu'on n'arrive pas à faire. C'est une société de pleine activité, en fait. C'est-à-dire que tant que les individus ont des projets d'activité, ça ne pose aucun problème pour la société et pour les individus qui les ont choisis. Maintenant, il faut qu'on trouve des outils pour qu'ils se considèrent tout le temps inclus dans la société. Or, nos outils sont conçus pour exclure lorsqu'on n'est plus dans l'emploi. Voilà en fait l'équation. Ou stigmatiser quand Et on donc pour ça, effectivement, il faut sociaux. se dire que parfois, quand on fait des activités hors de l'emploi, qui ont une utilité sociale, ça vaut quelque chose. Et le revenu de base, il ne vient pas estimer ce que vous avez fait, mais il vient donner une sorte de rémunération symbolique en disant « on sait que vous faites ça ». Et donc, vous êtes bénéficiaire du revenu de base. Et donc, c'est vrai qu'avec le revenu de base, on fait changer non seulement la distribution des revenus, mais même notre conception du travail. Aujourd'hui, il y a un monopole du travail par l'emploi. Emploi égale travail. Et puis demain, avec le revenu de base, on va se dire, parfois, exercer un travail, c'est dans le cadre de l'emploi, mais parfois je travaille hors de l'emploi. Mais quand on aura réussi ça, on aura fait évoluer la société d'une manière considérable. Ceci dit, il reste que le facteur de l'inégalité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui perdure. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une différence entre celui qui touche un revenu de base, alors qui sera, j'imagine, qui doit être suffisamment élevé pour être échapper à la trappe à pauvreté, mais en même temps, il y aura toujours une différence avec celui qui cumulera avec une activité salariée, en tout cas rémunérée comme un emploi salarié. Oui. En même temps, ça résout aussi un autre problème, c'est celui de la formation tout au long de la vie. On peut très bien... avec un revenu de base, vous avez le choix. Soit vous touchez votre revenu de base et vous allez avoir aussi une activité salariée, et là vous perdez du temps et vous gagnez de l'argent et vous allez consommer plus. Soit vous décidez de travailler moins, ou de ne pas travailler au sens emploi, bien sûr. On est formaté pour utiliser les mots. Et vous restez uniquement avec votre revenu de base, et là vous pouvez alterner des périodes de formation. Vous n'êtes pas obligé de vous former au début de votre vie, vous pouvez tout au long de la vie avoir aussi des périodes de formation. Moi je crois que le revenu de base, ça nous libère aussi d'un levier très puissant du capitalisme qui est le formatage des esprits. Le capitalisme aujourd'hui nous impose un rythme de vie qui fait qu'on ne prend plus le temps de penser, on ne prend plus le temps de se former, on ne prend plus le temps d'échanger, de construire ensemble une intelligence collective et de penser le changement. Moi, je crois que le changement, avant de se faire, il faut qu'il se pense, il faut que les imaginaires sociaux, les imaginaires culturels travaillent cette idée-là. Et quand on n'a pas le temps, ça ne se fait pas. Donc, quand Bernard Friot dit le revenu universel ne va pas transformer le système capitaliste, j'en suis moins sûre, parce qu'il va nous donner une arme très puissante, qui est celle de retrouver le temps de penser et de penser le changement. Alors évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais moi, je n'ai pas de solution pour changer le système du jour au lendemain. Je crois aux petits pas, et je crois aussi à la force et à la capacité des citoyens de changer le système. Moi, je crois que les nouvelles initiatives, il faut qu'elles se prennent d'en bas. Je ne crois pas que parce que on va créer, comme le disait Bernard Friot, donc on va maîtriser l'intérêt, on va mettre tout ce que l'entreprise, les plus-values de l'entreprise dans une caisse commune qui va ensuite donc redistribuer le salaire, ce qu'il appelle le salaire à vie, et participer aussi à l'investissement. Je ne crois pas qu'en recréant des outils comme ça communs, mais qui seront forcément verticaux, qu'on va pouvoir développer le partage citoyen et la maîtrise citoyenne. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut que ça vienne un peu d'en haut, mais il faut aussi que ça vienne d'en bas. Sinon, on retombe dans... on rate l'objectif de la participation citoyenne. Sur l'inégalité D'abord sur le temps. Moi, le capitalisme nous prend du temps, mais c'est surtout que ce n'est pas tellement un manque de temps. C'est que là, aujourd'hui, le salariat fabrique du temps mort. Là, un chômeur, il a du temps. Mais c'est du temps qu'on peut appeler du temps mort ou du temps négatif, en fait. Du temps qui le détruit. Ça, symboliquement, notamment. C'est ça qui est terrible. Et donc, on a inventé, on a passé des heures pour faire de l'innovation, inventer des machines qui libèrent les individus, l'homme, des travaux pénibles. Et lorsqu'on a libéré ce temps,
on fabrique du temps mort, quoi, parce qu'il est hors de l'emploi. Et c'est ça qui est le drame en réalité. Parce que finalement, on a plutôt réussi, avec le progrès technique, etc., notre opération de remplacement, enfin qui est en cours encore, des individus, et par les machines. Et c'est ce qu'on cherche. Mais on ne sait pas fabriquer ce temps devenu, entre guillemets, libre, autrement que par du temps négatif, quoi. Du temps qui assomme, qui appuie sur la tête des individus qui cherchent. Et le revenu de base cherche à sortir de cette impasse. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une clé magique. Ce n'est pas un solde de tout compte. Ce n'est pas avec le revenu de base que, par exemple, on va permettre l'accès de tous à ce que Amartya Sen appelle les capabilities. C'est-à-dire ces capacités d'agir. Ce n'est pas vrai. Donc le revenu de base, c'est un outil, certes systémique, très puissant, transversal, mais il y a évidemment d'autres politiques publiques à mener pour que le plus grand nombre accède à ce qu'on appelle aux capabilities, aux capacités d'agir. Donc ce n'est pas le revenu de base seul qui va venir à bout de l'ensemble des inégalités, que ce soit monétaires ou symboliques, et qui sont très, très fortes, très structurantes. Donc il y a d'autres choses à faire en complément que le revenu de base. Oui, peut-être pour, oui. pour rebondir sur cette idée de temps négatif, de temps mort. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire, je vais prendre l'exemple en Inde. Il y a eu déjà une expérimentation, je ne me rappelle plus à quelle époque, et il y avait eu une évaluation, une étude qui a été faite. Du revenu de base, d'une forme de revenu de base dans des villages pauvres d'Inde qui ont redonné vie à ce village. Et notamment, ce qu'on a pu observer, c'est ce que j'ai lu dans l'étude, c'est que ce qu'ils appelaient les joueurs de cartes ont déserté les tables. Pourtant, ces joueurs de cartes devaient certainement avoir des aides sociales, ça devait être des personnes au chômage, en tout cas sans emploi. Et quand ils ont eu un revenu de base, ils sont mis à acheter des semences, ils sont mis à acheter des vaches, les femmes ont acheté des machines à coudre et ils sont devenus entrepreneurs. Pourtant, ils recevaient de l'argent avant. Ils ont reçu, alors peut-être qu'on peut expliquer ce changement parce que le revenu de base et le revenu qui était versé était supérieur, mais je ne crois pas que c'est que la quantité qui joue. C'est regardez la différence. Quand vous donnez une aide sociale à quelqu'un, d'une certaine manière vous le stigmatisez, vous lui dites vous avez de l'argent parce que vous êtes pauvre. Cet argent, je crois que la personne, elle ne sait pas si elle y a droit, si c'est le sien ou pas le sien. Donc je crois que ça ne rend pas l'individu positivement responsable et lui redonne de la valeur. Au contraire, ça le renvoie à la situation qu'il dévalorise. Le revenu de base, dans la mesure où il vous est donné depuis votre naissance, ce n'est pas une dette envers la société. C'est pas vécu de la même façon que l'aide sociale. C'est la société, au contraire, qui reconnaît qu'elle a une dette envers tout être humain qu'elle accueille. Et ça libère le temps. Et là, on est dans une autre conception de l'activité, on vit ça différemment. Et là, ça devient pour moi du temps à investir. Et le revenu de base va, lui, au contraire, responsabiliser. Et c'est comme ça que moi, j'explique que ces personnes, quand elles sont passées de l'aide sociale au revenu de base, elles se sont mises, au contraire, à créer, à entreprendre. Donc, ça libère l'individu. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un débat dans ce que je pourrais appeler, disons, la sphère large de la gauche, mais en fait, l'idée du revenu de base est aussi une idée portée par les libéraux et par une partie de la droite. Christine Boutin ou Frédéric Lefebvre sont des exemples français, mais plus globalement à l'international, ce n'est pas un précaré de la pensée anticapitaliste ou antilibérale. Du coup, pour vous, quel est le verrou, ou en tout cas la ligne rouge à ne pas franchir sur la question du revenu de base? Est-ce que c'est un montant suffisamment haut pour justement éviter une forme de redistribution comme ça large, mais qui reste dans la même idée de financer ceux qui n'y arrivent pas, mais sans changer de modèle? Quelle est un peu la ligne rouge à ne pas franchir, pour me répéter un peu? Moi, je pense qu'il y en a une. Alors ensuite, cette ligne rouge, elle peut évoluer. On ne peut pas conditionner un revenu de base à la disparition, à l'affaiblissement, la remise à plat, quel que soit, de ce qu'on appelle la protection sociale. Un revenu de base, à la limite, peut être considéré comme un nouveau pilier, donc qui vient s'ajouter, un nouveau pilier de sécurité sociale du XXIe siècle. Voilà, on a inventé la santé universelle, avec ses défauts, mais en disant c'est un droit, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, j'arrive aux urgences, on ne me demande pas ma fiche de paye pour savoir si je vais payer ou pas.
Ici en France. C'est un droit universel comme le revenu de base, en France, je sais pas. Et ensuite, on le finance de telle sorte que les riches financent plus que les moins riches pour retrouver une justice, ce qu'on appelle distributive. Voilà, c'est le même principe pour le revenu de base. Donc, il y a la première ligne rouge, c'est on ne conditionne pas le revenu de base à la mise à plat, parce que certains voudraient profiter de l'occasion d'un revenu de base pour dire, puisque les individus touchent un revenu de base, on peut supprimer tout le reste. Et c'est vrai aussi pour le droit du travail. Donc on ne touche pas au SMIC, etc. Parce que sinon les salaires vont baisser considérablement et c'est en réalité l'employeur qui va récupérer le revenu de base. Un peu ce dont on connaît aujourd'hui sur les APL, hein, voilà, ou dans certaines zones un peu où il y a de la tension sur le marché de logement. L'APL permet de faire le voilà, logement, comme le propriétaire sait que la personne touche l'APL, il augmente un peu son loyer et finalement c'est lui qui est indirectement. Voilà, la ligne rouge. Ça donc, nourrit les marchands de sommeil. Je pense que la première des lignes rouges, c'est celle-là, c'est-à-dire on est dans une logique, on implémente, quoi. On invente un nouveau pilier de sécurité sociale, et ce qui n'empêche pas, indépendamment, on peut vouloir modifier des choses sur l'assurance maladie, mais on ne le conditionne pas à l'instauration du revenu de base. C'est-à-dire on ne fond pas tout dans le On revenu ne de base. fond pas tout, et on ne fait pas une sorte de chantage implicite en disant « OK pour le revenu de base, mais dans ce cas-là, on fait disparaître le reste ». Donc on est dans une logique de progrès, quoi, d'implémentation. Voilà. Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est important de dire que le revenu de base ne vient pas se soustraire ne vient pas remplacer la protection sociale. En même temps, effectivement, il faudra repenser cette protection sociale. Donc ça, c'est quelque chose à revoir, y compris la fiscalité. Je pense que on n'a pas parlé du financement, mais voilà, pour parler, si on parle du financement, il faudra peut-être repenser la fiscalité. Alors je crois que par rapport à votre question de départ, qu'est-ce qui est le revenu de base libéral et qui ne l'est pas, il y a bien entendu cette question de la protection sociale. Je crois qu'il y a une autre idée pour moi, c'est le montant. Le montant est très important. Pourquoi ? Parce que si vous donnez un revenu de base qui se limite par exemple au seuil de pauvreté, ça veut dire que vous ne pouvez pas en vivre. Et si vous ne pouvez pas en vivre, eh bien vous ratez l'objectif dont je parlais tout à l'heure, c'est de soustraire l'individu à la soumission du marché du travail. Et là, oui, effectivement, vous avez le risque de faire que ce revenu de base, il ne serve qu'à une chose, c'est à baisser les salaires. Donc on voit que finalement, parler de revenu de base, c'est un principe, mais qu'en fonction des modalités, eh bien, le principe, il peut atteindre des objectifs qui sont totalement différents. Tout à fait différents. Je n'ai pas le même avis. Ah. Et bien que j'ai l'objectif commun, qui est qu'à terme, le revenu de base doit être aujourd'hui, par exemple, supérieur à 1 000 €. Et finalement, être à peu près l'équivalent d'un SMIC. Voilà. Mais à terme. Mais si demain, on me dit, on fait rentrer dans une loi constitutionnelle, c'est-à-dire vraiment dans le marbre, c'est-à-dire que ça ne pourra pas changer en fonction des majorités, parce qu'il y a une question de visibilité pour les individus, de se dire, si c'est inconditionnel, il faut que ce soit inconditionnel pour longtemps, hein, pas pour 5 ans. Et comme on dit, demain, on fait rentrer un droit, comme un droit à la santé, un droit au revenu, dans la Constitution, plutôt que d'ailleurs de faire rentrer d'autres choses. Voilà, ça vaudrait mieux de faire rentrer un droit au revenu. Et sans je dirais même sans son montant. Et même en disant, et même s'il était de 10 €, vous voyez, c'est... Quoi, l'idée suffira ? Non, de faire... Non, pas dans un premier temps, pas dans l'absolu. Mais j'y serais favorable. Parce que la première chose qu'a à faire la société, c'est à acter qu'on a le droit, dans notre société maintenant, de disposer de ce qu'on appelle un revenu primaire qui n'est pas une aide, qui n'est pas une assistance, qui n'est pas indépendamment de ma situation vis-à-vis de l'emploi. Et ce pas-là, qui est symbolique, hein, qui pour l'instant ne coûte rien, il est le plus dur à passer en fait. C'est celui-là parce que ça fait 2 siècles et demi qu'on baigne dans le salariat comme système de normes de monopole, qui a le monopole, voilà, et qu'on sait bien que quand on baigne dans un truc depuis plus de 2 siècles, de génération en génération, changer de culture en quelque sorte, à muter, c'est la chose la plus difficile. Le financement, je suis un peu économiste de formation, c'est toujours compliqué politiquement, mais ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va être finalement de convaincre qu'un droit à revenu, ce n'est pas le chaos de la société, tout le monde doit devenir feignant, alors qu'il faut il y a la bataille économique mondiale, voilà, c'est toutes les choses qui sont un peu de bon sens, que je peux comprendre. Et c'est cette bataille culturelle. Donc, faire rentrer dans une loi constitutionnelle un droit à un revenu indépendant de l'emploi, c'est une victoire culturelle, puisqu'on parle des batailles culturelles pour la gauche, ça serait une victoire culturelle
fantastique. Quel que soit le montant Et ou ensuite, les modalités. je suis d'accord pour dire qu'il faut que ça soit d'un montant suffisant pour que l'individu retrouve une forme d'indépendance et de choix dans la vie. Et c'est vrai en particulier sur le marché du travail qui est aujourd'hui une tyrannie. Parce que quand il y a un chômage de masse, il y a un poste pour 140 CV. Donc il y a une concurrence entre 140 personnes. Enfin, voilà, Ceci dit, l'argument massu des détracteurs, c'est quand même la question du financement. C'est-à-dire, vous êtes bien gentil avec votre idée, mais d'où on va tirer l'argent nécessaire au financement d'un revenu de base. D'autant plus que on pourrait imaginer, d'autant plus que ça repose la question de l'imposition en fait sur le salaire, puisque c'est aussi la base de notre système de protection sociale. C'est la cotisation patronale et salariale qui finance la protection sociale. Donc du coup, comment articuler ça avec un revenu de base? Je crois que c'est un faux problème de dire que le principal obstacle, c'est le financement. Le principal obstacle, il est dans la façon culturelle de penser le financement de la protection sociale. Je crois que le principal obstacle, il est vraiment culturel. C'est, on va payer les personnes à rien faire. Donc la croyance que l'être humain est quelqu'un de paresseux et que si la société ne l'oblige pas à travailler, parce que tout à l'heure on parlait, mais l'obligation du travail n'est pas un droit. On ne peut pas faire d'un droit... L'obligation de l'emploi. Ouais. De l'emploi, vous voyez, moi aussi je suis formatée. Et pourtant j'y réfléchis, j'y pense depuis longtemps. Mais l'obligation d'aller sur le marché du travail, de trouver un emploi, si c'est une obligation, on ne peut pas dire que c'est un droit. Voilà, donc mais ensuite la question du financement, moi je ne suis pas une experte, je vais laisser ça aux économistes, mais je crois qu'il y a plusieurs solutions qui ont déjà été proposées. Ça existe déjà, on dit aussi que le revenu de base c'est un mythe, mais c'est un mythe qui existe déjà. Il y a déjà une grande partie du revenu en France qui ne dépend pas des salaires, je crois que c'est 30%. Donc, vous voulez dire quoi, en minima sociaux ou Oui, en minima sociaux. Je n'ai plus les chiffres en Allemagne. Donc il y a sous une forme qui n'est pas le revenu de base, mais il existe déjà ce financement-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites. Donc, à partir du moment où c'est un revenu automatique, eh bien, vous éliminez beaucoup de travail administratif, beaucoup de complexité. On peut ensuite envisager, alors je vais peut-être laisser la parole aux spécialistes économistes, mais moi j'ai entendu qu'il y avait des possibilités d'augmenter la TVA, parce que la TVA est peut-être un impôt injuste. Mais quand vous couplez la TVA avec un revenu de base, le côté injuste diminue. Et au contraire, on a aujourd'hui besoin aussi de diminuer la consommation de certains produits parce qu'on est quand même dans un impératif environnemental et écologique dont il faut aussi parler. Voilà, on ne peut pas continuer à produire comme on produit. Donc, de toute façon, les richesses produites telles qu'elles se font aujourd'hui vont nous amener dans un impasse si on continue. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le financement, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le problème qui... c'est une affaire compliquée, mais ce n'est pas une affaire... je veux dire, c'est comme tout, la fiscalité compliquée, donc c'est une affaire compliquée, et puis c'est un sujet politique sensible. Mais ce n'est pas intellectuellement, je veux dire, en théorie, ce n'est pas un obstacle majeur. C'est l'obstacle culturel. Il faut peut-être dissiper juste un doute, ce n'est pas un supplément de pouvoir d'achat. Les gens pensent parfois, imaginons un revenu de base à 700 €, que tout le monde va toucher, en plus de ce qu'il a aujourd'hui, 700 €. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il va falloir le financer. Donc des prélèvements, qu'il faudra choisir, vont augmenter. Donc quand on fera son solde, on dira, certes j'ai reçu 700 € de revenu de base, mais on m'a logiquement augmenté mes prélèvements pour le financer, et donc pour certains, ils auront un solde super positif. C'est-à-dire ils ont reçu un revenu de base de 700, et pour le financer, ce revenu de base, ils auront payé en plus, par exemple, 200. Donc pour eux, le solde sera de 500 en termes de pouvoir d'achat. Et pour d'autres, qui ont des revenus beaucoup plus importants, évidemment, leur contribution sera plus grande. Ils auront même peut-être un solde négatif. Ils auront reçu un revenu de base de 700, mais on leur aura demandé 900 pour le financer. Donc pour eux, ça sera un solde négatif de 200. Donc parce que souvent on pense que c'est 700 qui arrive en plus comme une couche supplémentaire de tout ce qui existe. Donc c'est pas tout à fait le cas. Ensuite, il y a un objectif, ça dépend justement de sa volonté politique. Est-ce que je veux vraiment demander beaucoup de contributions aux gens qui ont des revenus élevés parce que je veux réduire les inégalités sociales? Et donc j'ai des outils comme la CSG progressive qui opèrent cela.
Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le financement. La seconde, c'est qu'on ne pourra pas faire à enveloppe constante, je pense. C'est-à-dire uniquement en recyclant ce qui existe déjà. Bien sûr qu'on va opérer une grande simplification. Le RSA socle disparaîtra. Les indemnités chômage, par exemple. Les indemnités chômage, débat, mais dans ma conception, à court terme, on n'y touche pas. Par contre, la prime d'activité, oui. Mais il y a quand même un sujet un peu tabou, mais c'est vrai pour le revenu de base, mais c'est vrai pour tout projet de société qu'on voudra construire ensemble, c'est qu'il faudra quand même de nouveau réussir à taxer le capital. Bon. Et c'est vrai pour Jubileur, mais ça, c'est pas une problématique propre au revenu de base. C'est pas propre au revenu de base, et là, il y a deux moyens. C'est soit vous taxez le stock de capital, c'est-à-dire le patrimoine, et vous dites chaque année, la société prélève 0,75% de la valeur de votre patrimoine, ce qui est bien qu'au bout d'un siècle, 75% de cette valeur sera revenue au panier commun pour éviter les reproductions d'inégalités de génération en génération. Soit vous taxez le flux, c'est-à-dire les revenus de ce capital, c'est une CSG progressive parce que la CSG touche aussi bien le revenu de travail. Oui, touche tout le monde. Alors, pour finir, peut-être, je voudrais qu'on revienne localement en Aquitaine. Comment est perçu ce travail que vous allez mener, que vous êtes en train de mener, c'est-à-dire quelles sont les résistances ou les enthousiasmes que cela suscite chez les élus, chez les maires, chez les militants, enfin voilà, comment vous sentez la manière dont ça accroche localement? C'est pas facile. C'est pas facile, mais on trouve toujours des personnes qui sont convaincues. Je disais que là, je suis invitée la semaine prochaine à l'ambassade de Finlande et j'ai réussi à convaincre un maire qui est un maire du Parti socialiste, la ville de La Réole, qui est intéressé et qui, pourquoi pas, proposerait sa commune pour expérimenter. Ça pourrait être sur un champ donc, comme ça On trouve quand même des personnes qui veulent bien avancer. Ça pourrait se faire sur un champ si réduit à l'échelle d'une commune. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ouais. Voilà, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je vous disais que moi, je n'ai pas défini les modalités de l'expérimentation. Je ne veux absolument pas le faire toute seule. Je veux qu'on soit plusieurs. Et puis, on va s'accompagner d'experts, qui y ait des économistes, des philosophes. Moi, j'aimerais soumettre justement aussi ce concept à des publics très différents, des jeunes très différents, des publics plus âgés, et voir comment l'acculturation, ce concept peut se faire, parce qu'elle déclenche beaucoup de stéréotypes dans la mesure où on est tous formatés. Vous avez vu que moi j'utilise encore le terme travail alors qu'il ne faudrait pas. Donc je crois qu'on est tous formatés. C'est important aussi qu'il y ait ce travail d'acculturation qui se fasse justement sur les territoires où on va choisir de l'expérimenter. Ensuite, il y a beaucoup de résistance, oui, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. C'est de la résistance par méconnaissance. On ne comprend pas souvent de quoi il s'agit. Voilà, je crois qu'il faut faire comme vous faites, diffuser beaucoup d'informations sur le sujet, être assez pédagogue, expliquer, parce que je crois que c'est la première nécessité pour combattre les résistances. Alors, vous étiez dans un cabinet ministériel, j'imagine que vous avez parlé de ça. Productiviste. Productiviste, en plus du redressement productif. Donc voilà, nationalement, en tout cas politiquement à l'échelon national, comment ça passe? Cette idée, elle infuse ou c'est encore un truc un peu de... Elle infusait pas du tout. Utopiste allumé. Non, mais on peut dire, c'était pendant... moi, j'ai découvert l'idée, j'étais à la fac, c'était il y a plus de 20 ans, et je suis convaincu par cela. Mais je ne suis pas convaincu comme une utopie, mais presque comme une nécessité. Comme, je ne sais pas, on pense que la baisse du temps de travail, par exemple, est une sorte de tendance séculaire. C'est même pas être pour ou contre, c'est dans la logique des choses. Je pense qu'on va aller de toute façon. Vers ce type Soit on va transformer notre système actuel et on va le faire glisser, on va l'universaliser, l'étendre dans le temps, élargir les cibles, le public, et on va tendre vers un quasi-revenu de base, qui est une méthode, je dirais, plus douce parce qu'on utilise des outils qui sont connus partout. Et donc l'obstacle culturel est moins fort quand on utilise des outils qui existent déjà. Soit on va y aller, on va dire un grand saut plus rapidement. Mais je pense que c'est une pente naturelle, c'est important de le dire. C'est pas simplement une sorte d'utopie incroyable, un rêve secret. Je pense que c'est une pente naturelle. Bon. Et donc les consciences peu à peu vont changer. Il y a deux circonstances qui vont, je pense, accélérer. C'est d'abord la numérisation. Et donc on se rend compte que peut-être pour la première fois, la destruction d'emplois va être plus importante que la création, alors qu'il est vrai que dans le passé, on avait de la destruction d'emplois avec la mécanisation, le progrès technique, mais sans créer plus que ça en avait détruit. Et là, pour la première fois, peut-être, parce que ce n'est pas une loi naturelle, ça, et c'est vrai que c'était une constatation, mais
on n'a aucune certitude sur le fait que ce qui s'est passé avant se reproduise. Pour une raison assez simple, enfin il y a plusieurs, mais une, c'est qu'on a une nouvelle division internationale du travail. Donc oui, il va y avoir de nouveaux emplois créés, mais où vont-ils être créés? Voilà. En France, en Inde, au Brésil, voilà. Et donc on a des nouveaux pays émergents extrêmement puissants qui vont absorber énormément de nouveaux emplois liés à la numérisation, et ce ne sera pas en France. Donc premier élément, peu à peu, on va peut-être prendre conscience qu'on va détruire beaucoup plus d'emplois que l'on va en créer avec le numérique. C'est pas pour rien que c'est le Haut Conseil du numérique qui demande ce type d'études de faisabilité ici. Et le deuxième facteur, enfin je dirais favorable, je pense que je pense que c'est, comme on dit, c'est les jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'un homme politique, dans le désaveu des politiques, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que depuis 40 ans, ils leur promettent le retour au plein emploi, mais franchement, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils savent que leur parcours de vie vont être un peu il y a une sorte de biodiversité, quoi, avec de l'emploi, un moment sans emploi, et que donc ils vont avoir des parcours comme ça, et eux, ils auront envie d'être inclus tout le temps. Donc je pense que naturellement, la connexion va se faire, et je pense que là, on est en train, c'est des idées qui étaient vraiment, je dirais, partagées par une poignée de personnes il y a une dizaine d'années, et on sent qu'aujourd'hui, je dirais, c'est pas rentré dans le débat général, mais le cercle des initiés, c'est quand même vachement élargi. Mais la classe politique que vous avez fréquentée, alors les socialistes ou peut-être de manière un peu plus large, elle est mûre pour cette idée? Ou est-ce qu'il faudra attendre justement que ça change? Elle n'est pas mûre parce qu'il y a une chose à faire comprendre aujourd'hui, c'est que le revenu de base est encore trop assimilé à l'idée de fin du travail. Et donc on se dit fin du travail, mais on est tellement structuré par la valeur travail. Bon. Et donc c'est un travail de pédagogie, de pollinisation, de dire c'est pas la fin du travail, c'est même pas la fin de l'emploi. Voilà. Et ça c'est je dirais le travail. Et les politiques ne veulent pas trop, en règle générale, s'approcher de cette idée parce qu'ils se disent la population est tellement encore attachée à leur travail et ce revenu de base envoie comme un signal de fin du travail que voilà, ça va occasionner une sorte de réaction de rejet. C'est pour ça que je dis que la vraie question n'est pas, enfin elle est compliquée, c'est la question du financement, mais c'est une vraie bataille culturelle sur les mots, emploi, travail, etc. Je crois aussi que la clé, ça sera les jeunes. Ça prend très bien, cette idée chez les jeunes, pour plusieurs raisons. Hein, parce que le premier emploi, c'est de plus en plus difficile, pratiquement inexistant. Le premier emploi, c'est le chômage. Voilà. Que beaucoup de jeunes, y compris qui sortent aujourd'hui des grandes écoles de commerce, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social. Et donc ont des activités qui ne sont pas forcément rentables comme ça tout de suite. Et puis parce que peut-être que justement les jeunes ne sont pas encore formatés, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le marché du travail et ils ne sont pas encore formatés par cette idéologie capitaliste que nous impose évidemment des activités salariées de plus en plus rythmées et accélérées. Donc je crois que les jeunes vraiment, et puis les jeunes aujourd'hui ont vraiment envie d'entreprendre, ils ont envie de créer. Et pour moi, le revenu de base, c'est vraiment la base de la création, de l'innovation, de l'inventivité. Très bien, écoutez, je vous remercie Martine Alcorta et Julien Dournion, et puis on se retrouve sur Mediapart pour un prochain espace de travail.